Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect aussi qui est fondamental, qui mérite vraiment réflexion, c'est la gestion économique et la corruption endémique dans notre pays. Pourquoi cela? Vous savez, je viens de regarder l'indice de développement humain du PNUD 2023-2024, que chacun peut vérifier. Si vous regardez cet indice de développement humain 2023-2024, vous verrez que la Guinée est classée dans le monde comme 182e pays sur 191. 182e pays sur 191. Ça veut dire que la Guinée reste parmi les 10 pays les plus pauvres, les plus arriérés, les plus misérables du monde. Ce n'est pas l'opinion de Dr Kaba. Chacun de nous peut regarder l'indice de développement, le rapport du PNUD 2023 à 2024. Je rappelle simplement que l'indice de développement humain va prendre le revenu national par habitant et va pondérer cela avec l'espérance de vie et le niveau de l'éducation. Voilà les trois éléments qui constituent l'indice de développement humain, donc qui reflètent l'avancée économique d'un pays. Malheureusement, la Guinée est toujours parmi les 10 pays les plus arriérés sur le plan économique. Pourquoi? Un, nous n'avons pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Deuxièmement, nous manquons de routes malgré quelques progrès très récemment. Nous manquons des infrastructures routières, nous manquons des infrastructures de chemin de fer, nous manquons d'électricité. Salut à tous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble le président de la PADES, Dr Ousmane Kaba, sur sa réaction à la 66e anniversaire à la fête de l'indépendance de la Guinée. D'abord, le référendum du... Ici, on lui pose la question: que peut-on retenir de l'indépendance de la Guinée en 1958? 28 septembre et l'indépendance proclamée le 2 octobre 1958 a apporté à la Guinée, je dirais, la souveraineté politique, souveraineté diplomatique, souveraineté économique et monétaire. D'abord la souveraineté politique. La Guinée a été indépendante et cela a eu un impact considérable dans toute la sous-région. C'est la raison pour laquelle les autres pays ont pu accéder à l'indépendance 2 années plus tard, en 1960. Donc résonance internationale et une immense fierté pour l'ensemble du peuple de Guinée. Voilà ce que cela a apporté. C'est la raison pour laquelle... Selon lui, ici, la Guinée, depuis 1958, à nos jours, ils ont la souveraineté politique et monétaire. N'oublions pas que Dr Ousmane Kaba... nous devons être prompts à rendre hommage à toutes ces générations. On pense inévitablement au président Ahmed Sékou Touré avec ses compagnons Safoulaye Diallo, Lansana Beavogui, Mbalia Kamara, Lofo Kamara, Mafori Bangoura, etc. En fait, c'est une génération. Ce n'est pas une affaire de quelques individus, c'est l'ensemble de la génération qui s'est battue pour donner l'indépendance à notre pays. Donc aujourd'hui, il est très important de faire une pause, une réflexion sur les 66 années d'indépendance de ce pays et de se poser la question sur les parcours qui ont été des réussites, mais aussi les échecs et les défis qui restent à relever. Selon lui, dans cette première question, selon lui, il a résumé que la Guinée a obtenu depuis 1958
la souveraineté, politique, 2. La souveraineté monétaire. Maintenant, on lui pose la question. Quels sont les succès accomplis par notre pays depuis l'indépendance? Comme je viens de le dire, nous avons eu des succès, notamment, je dirais, l'indépendance politique, l'indépendance diplomatique. Et nous avons eu aussi l'indépendance monétaire, qui est un succès très important. Et nous avons pu préserver la paix et l'unité nationale dans notre pays. Alors, ces 3 points, l'indépendance politique et diplomatique, la Guinée a pu faire entendre sa voix à l'international. Nous nous sommes battus pour que les autres pays deviennent indépendants. Et c'est un héritage, et je dois le souligner ici, que tous les présidents guinéens ont pu préserver. Qu'il s'agisse du général Lansana Conté, qui était très jaloux de l'indépendance de la Guinée, j'en ai été témoin, le président Dadis, le président Konaté, le président Alpha Condé et le président Doumbouya aujourd'hui. La Guinée n'a jamais abrité une base militaire extérieure, par exemple. La Guinée a toujours été solidaire des autres pays africains. Je pense que c'est une souveraineté qui a été préservée par l'ensemble des chefs d'État qui se sont succédés à la tête de la Guinée. Mais il n'y avait pas que ça, l'indépendance monétaire aussi a été préservée. Vous savez, la Guinée, après le franc CFA en 1960, a créé sa propre monnaie. 2 années après l'indépendance, et puis en 1972 nous avons eu le Cili, en 1986 le nouveau franc guinéen. Donc nous avons toujours pris en main notre destin monétaire. C'est important de le souligner, malgré quelques soubresauts inflationnistes, la Guinée a toujours pu gérer sa monnaie nationale. À un moment aujourd'hui où est remis en question la préservation du franc CFA dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest et du centre, la nouvelle génération africaine a des difficultés à accepter que le destin monétaire de leur pays et de leur sous-région soit maintenu par une autre puissance extérieure à l'Afrique. C'est le lieu de rendre hommage à tous ceux qui se sont battus pour préserver. Là, il nous a expliqué la souveraineté monétaire que la Guinée a pu accomplir, rester là-dessus sur le franc guinéen, que les autres, beaucoup de pays dans l'Afrique n'ont pas eu à réussir ça, qui veulent eux-mêmes changer de monnaie. On le voit, la jeunesse africaine veulent changer de monnaie du franc, du colon. Mais c'est vrai que la Guinée a toujours eu sa souveraineté monétaire. Maintenant, il faut nous continuer. Cette souveraineté monétaire, à ne pas confondre avec l'indépendance de la Banque centrale, s'il vous plaît, parce que nous ne sommes pas... Maintenant, là, il nous explique où nos autorités actuelles, où ils échouent. Sur la FMI, la Banque centrale, là, ils n'ont pas leur indépendance des autorités, que ce soit lors de Dadis, de Alpha, de Sekouba, tout cela n'ont pas réussi à obtenir leur totale indépendance sur l'économie du pays. Encore, la Banque centrale n'est pas indépendante par rapport aux autorités politiques, mais la Guinée a sa souveraineté monétaire, c'est important. Alors, 3e succès que je dois souligner, c'est la préservation de l'unité nationale et de la paix. Vous savez, si nous regardons notre sous-région, tous les pays ont eu des problèmes, à l'exception de la Guinée. La Guinée a pu réserver son unité, a pu réserver la paix et la stabilité.
l'unité nationale, la Guinée est l'un des rares pays où moi je l'ai remarqué, il n'y a pas de problème ethnique en réalité. Si vous regardez, tous les Guinéens vivent ensemble, ils se marient ensemble, ils vont ensemble au cimetière, ils ont une vie sociale commune. Ce n'est que pendant les élections et les manipulations politiques que l'on parle de problèmes ethniques. Sinon, en Guinée, nous sommes un pays un et indivisible. Si on prend, il n'y a absolument, je dirais, aucune origine. Là, il a totalement raison. La Guinée, souvent, les Guinéens aiment dire que la Guinée est un pays ethnocentrique, mais ce n'est pas du tout vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ethnies en Guinée, ça c'est vrai. Mais le problème est que ces problèmes, ces 10 dernières années, c'est les politiques qui ont réussi à amener ça dans le langage politique pour se faire des voix, pour obtenir des élections. Mais en réalité, les Guinéens, entre eux, il n'y a pas ce qu'on peut dire de l'ethnocentrique. Si on regarde bien un peu, ce mari prend femme dans une autre ethnie, dans d'autres ethnies, vice-versa. Alors ce sont les politiques qui ont amené surtout Alpha Condé. C'est le premier responsable qui a amené ce débat-là au sein de la politique. Même, je me rappelle bien, Makanera Kake avait dit ça dans ses propos sur un reportage sur refletguinée.com. Il avait dit: il n'y a pas d'ethnocentrique en Guinée. Selon lui, c'est les politiques qui amènent l'ethnocentrique, qui veut diviser la population guinéenne. Mais selon lui, et là je rejoins totalement Dr Ousmane Kaba, la Guinée est un pays stable si on regarde bien aux côtés de sa population. Le problème, c'est les politiques. Les Alpha Condé, c'est lui qui a totalement réussi à mener l'ethnocentrique dans le pays totalement. Depuis qu'il est venu, il a amené petit à petit ce discours pour qu'il obtienne des votes petit à petit. Même si on regarde son 3e mandat, il a fait le même coup. Mais visiblement, le peuple est mature. Le peuple guinéen, ça montre qu'il est mature. Ils ne suivent pas ces politiques-là. Alpha Condé n'a rien réussi dans ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il a été toujours amené à tricher dans des élections. Même celle du dernier, il a totalement échoué. Ça montre que la population guinéenne est mature. Qui est lésée par rapport à une autre. Si on pense que c'est la Haute-Guinée qui a eu le pouvoir plus que les autres régions, mais aussi la Haute-Guinée est la zone la plus défavorisée en Guinée, où il n'y a même pas d'électricité, où il y a peu de routes, c'est la zone la plus pauvre de la Guinée. Donc je pense que objectivement, nous n'avons vraiment pas trop de problèmes ethniques dans notre pays, à part dans les discours politiques. Dans la réalité des faits, c'est une misère partagée par tout le monde. Voilà. La préservation de la paix est aussi quelque chose de fondamental. Vous savez, il y a souvent des conflits post-électoraux. Et c'est vraiment le lieu de rendre hommage à l'ensemble de nos forces de sécurité et de défense qui travaillent à cela, mais aussi à nos sages, à nos religieux, les différentes coordinations régionales, les imams, les prêtres. Tout ce monde-là,
fait beaucoup d'efforts pour maintenir la cohésion et la paix pendant les conflits post-électoraux. Mais je pense également à ces associations, ces ONG de jeunes et de femmes qui s'investissent après chaque élection pour que les Guinéens puissent rester. Oui, là, il a totalement raison. C'est que les politiques en Guinée, aucun n'a réussi à faire. Amener de la stabilité, de la cohésion nationale, réussir à faire les Guinéens un. Là, ils ont tous les politiques, sans distinction, ils ont totalement échoué sur ce cas. Depuis, on peut dire, depuis le deuxième président, depuis qu'il est passé, les politiques n'ont rien réussi dans la cohésion nationale. Une famille main à la main. C'est important aujourd'hui de leur rendre hommage. Là, on lui demande quels sont les échecs rencontrés par notre pays. À côté de ces succès de souveraineté politique, diplomatique, de souveraineté monétaire, de préservation de la paix et de l'unité nationale, qui sont les grandes réussites, il y a aussi des points où nous devons réfléchir ensemble pour trouver des solutions. Le premier de ces points, je dirais, c'est la passation, les modalités de passation de pouvoir politique. C'est un point qui a posé beaucoup de problèmes à la Guinée depuis l'indépendance de notre pays. Là, il a totalement raison. Ce premier facteur est une problématique si on regarde de Sékou Touré à nos jours. La passation du pouvoir toujours a été brutale. Lassana Conté est arrivé au pouvoir par les armes. Dadis Camara, il est arrivé au pouvoir par les armes. Sekouba Konaté, lui, il est intérimaire. C'est seul Alpha Condé qui a réussi en 2010 à obtenir une passation. Dès lors, c'est fini. Une fois depuis 1958, la Guinée a réussi un bon passage des élections une seule fois. En 2010, on a vu ce qui s'est passé en 2021 par Mamadi Doumbouya. Lui aussi, c'est par les armes. C'est un problème majeur. Depuis 1958, la passation de pouvoir est une problématique. En Guinée, une seule fois, en 2010. En réalité, il n'y a qu'un seul président, Konaté, qui a pu passer le pouvoir dans les règles de l'art, sans passion et normalement. Tout le reste, vous savez, le président Ahmed Sékou Touré, malheureusement, est décédé sans avoir arrangé les problèmes de succession. Le président Lansana Conté a connu exactement la même chose. Ensuite, président Dadis qui s'est terminé par un chaos. Le professeur Alpha Condé, sur qui on espérait beaucoup plus, s'est embourbé dans la recherche d'un troisième mandat qui a mené à la transition militaire actuelle. Donc nous avons réellement un problème en tant que société, en tant que nation, comment nous allons faire la passation politique dans les règles de l'art, sans violence, sans passion, et que le peuple soit souverain pour désigner
son président de la République. Nous espérons que la transition actuelle pourra trouver une solution raisonnable pour l'ensemble du peuple de Guinée. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect aussi qui est fondamental, qui mérite vraiment réflexion, c'est la gestion économique et la corruption endémique dans notre pays. Pourquoi cela? Là, il passe au deuxième, sur la corruption. La corruption en Afrique, c'est quelque chose que tout le monde fait en Afrique. La corruption est le premier retardateur de l'Afrique. Nos gouvernements, que ce soit en Guinée ou ailleurs, l'Afrique a un problème majeur sur la corruption. Et là, on va écouter Dr Ousmane Kaba sur la question de la corruption. Vous savez, je viens de regarder l'indice de développement humain du PNUD 2023-2024, que chacun peut vérifier. Si vous regardez cet indice de développement humain 2023-2024, vous verrez que la Guinée est classée dans le monde comme 182e pays sur 191. 182e pays sur 191. Ça veut dire que la Guinée reste parmi les 10 pays les plus pauvres, les plus arriérés, les plus misérables du monde. Ce n'est pas l'opinion de Dr Kaba. Chacun de nous peut regarder l'indice de développement, le rapport du PNUD 2023 à 2024. Je rappelle simplement que l'indice de développement humain va prendre le revenu national par habitant et va pondérer cela avec l'espérance de vie et le niveau de l'éducation. Voilà les trois éléments qui constituent l'indice de développement humain, donc qui reflètent l'avancée économique d'un pays. Malheureusement, la Guinée est toujours parmi les 10 pays les plus arriérés sur le plan économique. Pourquoi? Un, nous n'avons pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Deuxièmement, nous manquons de routes malgré quelques progrès très récemment. Nous manquons des infrastructures routières, nous manquons des infrastructures de chemin de fer, nous manquons d'électricité. L'électricité, il faut peut-être expliquer à certaines personnes que dans un pays qui est comparable à la Guinée, la Côte d'Ivoire tout près, tous les petits villages de 500 habitants sont connectés aujourd'hui à l'électricité 24 heures sur 24. Quand je dis 500 habitants, ça veut dire que ce ne sont ni les préfectures ni... Là, il a totalement raison. N'oublions pas que Dr Ousmane Kaba est un économiste. De un, il a étudié en économie. C'est un enseignant en économie. Il a été parmi les plus grands économistes du pays en ce moment. C'est l'un des grands économistes du pays en ce moment. Sur l'électricité, on a un problème majeur, je le dis, majeur sur l'électricité. On a vu ce qui s'est passé en 2022, où il y a eu beaucoup, en 2023, beaucoup de coupures. Sans explication, on nous dit que ça va venir. Tantôt c'est des bateaux. La Guinée en 2024, on ne peut pas avoir H24 d'électricité dans le pays. Ni les sous-préfectures, ni les districts, mais quelques secteurs qui restent à électrifier. Voilà, et cela c'est 24 heures sur 24. Alors, nous avons également des progrès à faire dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, malgré des améliorations sensibles, il reste encore beaucoup de progrès à faire. Au total, la jeunesse guinéenne connaît un chômage massif.
Le chômage, malheureusement, on a un problème majeur. Le chômage, c'est à cause du chômage qui fait la majorité des jeunes de Guinée, que ce soit en Afrique, sont en train d'immigrer vers l'Occident. Le chômage reste un enjeu majeur, que ce soit en Guinée ou en Afrique. Globalement, le taux de chômage est élevé. Les jeunes n'arrivent pas à travailler, même s'ils obtiennent des diplômes. Malheureusement, ils n'arrivent pas à obtenir du travail. Le taux de chômage est trop élevé en Afrique. Ça reste l'enjeu. Et que ça signifie, si on nous dit aujourd'hui que le chômage est élevé et que le taux de natalité augmente de jour en jour en Afrique, ces présidents en ce moment qui sont là en Afrique globalement, comment peuvent-ils croiser les bras en laissant ces jeunes partir dans des chemins de clandestins qui n'est pas du tout préférable? Si l'Afrique doit se développer, c'est à partir de sa jeunesse, pas d'autre. Parce que je dois le dire, un pays qui n'a pas de bonnes infrastructures adéquates ne peut pas créer des entreprises, ne peut pas combattre le chômage. C'est la raison pour laquelle la Guinée se trouve être parmi les grands pays d'émigration aujourd'hui sur les routes désespérantes de l'Europe et de l'Amérique. Ce qui est vraiment dommage, la jeunesse guinéenne est encore désespérée aujourd'hui. Donc voilà un tableau économique qui, à mon avis, n'est pas reluisant. Malgré les énormes potentialités de la Guinée, potentialités climatiques, une bonne pluviométrie de la terre, et nous avons la mer, mais à côté de cela, nous avons d'immenses richesses minières, notamment la bauxite. Alors la bauxite, rappelons que nous exportons aujourd'hui 100 millions de tonnes de bauxite. Le fameux bauxite. Aujourd'hui, la Guinée a un projet majeur qui s'appelle le projet Simandou. Mais qu'est-ce qu'il attend pour donner à la jeunesse guinéenne pour qu'il aille travailler? Qu'est-ce qu'il attend? Il y a beaucoup de projets qui devraient être mis à l'œuvre, donnés à ces jeunesses qui n'arrivent pas à trouver du boulot. « 100 millions de tonnes de bauxite, ce qui fait une valeur d'à peu près 6 à 7 milliards de dollars. De cela, la Guinée a dans son budget moins de 500 millions de dollars. Ça veut dire que nous perdons plus de 90% de la valeur au profit des intervenants extérieurs. Voilà, plus de 90%. Nous en avons moins de 10% de la valeur de la bauxite. Donc, l'exploitation massive de la bauxite n'a pas pu sortir la Guinée de la pauvreté. Nous sommes encore parmi les 10 pays les plus pauvres du monde. C'est pour ça, bien que je félicite les nouvelles autorités pour Simandou, qui est un grand projet, mais il faut s'assurer que l'exploitation de Simandou va sortir la Guinée réellement de la pauvreté, c'est-à-dire qu'on aura une valeur ajoutée conséquente. On espère avoir des autorités, que ce soit ceux qui sont là en ce moment ou ceux qui viendront, des autorités
qui vont être des bienfaisants, qui auront à donner aux Guinéens à travers de ce projet de Simandou quelque chose de concret. Ce projet est attendu par toute la population. On voit que c'est un projet qui est extraordinaire jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on voit, on espère que les autorités pourront se mettre à l'œuvre pour une Guinée future sur ce projet de Simandou. Parce que vous savez, non seulement on n'a pas d'argent de la bauxite, mais on n'a mis en place aucune usine de transformation. La seule usine de Fria qui existe depuis 1955 avant l'indépendance. Voilà. Donc ne faisons pas la même erreur au niveau de Simandou. À mon avis, il faudrait fédérer l'ensemble des compétences de la Guinée pour s'assurer que la Guinée va tirer une grande partie de la valeur ajoutée. Et essayer de faire tant que l'on peut des aciéries en Guinée. C'est très très important parce que les investissements massifs dans le domaine d'exportation de minerais de fer comme les chemins de fer, etc. Ne vont pas directement favoriser la croissance en Guinée. À moins que, comme on essaie de le faire maintenant, ça transporte les voyageurs, ça transporte les marchandises, etc., qu'il y ait beaucoup d'impact. Il ne faut pas que ça serve simplement à drainer les minerais de fer à l'extérieur de la Guinée sans autre impact sur l'économie guinéenne. Donc faisons très attention. Comme je le dis, déjà je félicite. C'est tout l'enjeu. C'est si les autorités pourront être des gens qui vont être là pour leur population. Quand même les nouvelles autorités pour l'effort qui est fait, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut s'assurer avec l'ensemble des compétences de la Guinée que la Guinée va engranger une bonne partie de la valeur ajoutée. Qu'on ne retombe pas dans, je dirais, la malédiction de la bauxite. Malheureusement, la Guinée et le Zaïre ne sont pas de bons exemples dans l'exploitation minière, puisque ce sont des pays qui sont encore non seulement les plus riches en ressources minières, mais aussi les plus arriérés du monde. Voilà. Donc en conclusion, je dirais que malgré ces points, nous devons nous réjouir évidemment des éléments de souveraineté que nous avons hérités de nos dévanciers, à qui encore une fois je rends hommage, et tous les présidents jusqu'à Doumbouya ont pu préserver ces éléments de souveraineté que nous avons hérités de nos dévanciers qui se sont battus pour notre indépendance. Donc j'encourage les autorités actuelles qui ont fait quelques progrès dans le domaine des infrastructures, qui ont fait quelques progrès dans l'exploitation de Simandou, de s'assurer que nous n'allons pas avoir le syndrome du fer comme on a eu le syndrome de la bauxite malheureusement. Alors je dirais merci à tous ces devanciers qui se sont battus pour notre indépendance et je souhaite bonne fête d'indépendance à l'ensemble.